Bonjour Bruno Podalides, Bonjour, comment ça va? très bien, merci. On fait cet entretien dans les conditions absolument inverses du décor principal des deux Alfred. On n'est pas dans le mode privé, on est quasiment sur des bancs publics en pierre. Avec des sons d'enfants, ouais. Est-ce que ça arrive souvent que des tournages ne ressemblent pas à l'écriture et que des post-productions ou des voyages de promotion du film ne ressemblent pas du tout au film? Oui, je crois que c'est même quasiment jamais raccord en fait. Je crois vraiment qu'on peut tourner une tragédie en se fendant la gueule à la cantine et être très très sérieux quand on tourne une comédie, vraiment. À chaque fois, j'ai jamais eu d'harmonie entre mes sujets et mes ambiances. Est-ce que les deux Alfred, c'est pas un film sur le déclassement professionnel et sur le reclassement amoureux? Il y a deux intrigues finalement. Oui, oui, ça se croise, je suis d'accord. Enfin, il y a effectivement la vie privée et la vie professionnelle et quand l'un va pas, heureusement, on a l'autre, Alors, souvent. heureux au jeu, malheureux en amour. Oui. Et là, c'est presque malheureux au travail, mais à la fin, sans dévoiler la fin, le sentimental semble effacer les turpitudes professionnelles. Dans les deux cas, pour les deux hommes. Oui, enfin moi non plus je tiens pas à raconter la fin, mais il faut être attentif. La fin est beaucoup plus complexe que certains l'ont perçu, ouais. Alors, quelles sont vos qualités principales? Je me bonifie avec le temps. Vous aimez les climats très tendus? Cette idée d'homme moderne constamment sous pression, c'est quelque chose qui était de toute manière récurrent dans tous vos films, hein, depuis Dieu seul me voit à Dieu Berthe. Et je me suis souvenu dans Banc public de cette fête de départ à la retraite où Josiane Balasco, qui représente l'employé modèle mais qui s'est fait chier probablement pendant 40 ans, roule un patin à un bel indien. J'ai l'impression que dans beaucoup de vos films, il y a ça, et notamment dans Les Deux Alfred, c'est l'idée qu'à un moment, trop de civilité, trop de civisme, trop de professionnalisme, ça étouffe tellement les gens, il faut que ça explose. Mais c'est bien que vous mentionnez cette scène-là de banc public parce que Josiane Balasco part à la retraite. On a vaguement l'impression qu'elle se fait lourder en même temps parce que son supérieur hiérarchique, joué par Pierre Arditi, se souvient à peine de son nom. Enfin, c'est terrible parce que je crois qu'elle se sera consacrée une bonne partie de sa vie à cette entreprise et à la fin, c'est le petit pot de départ tristounet. Enfin, on ressentait, je pense, une très grande ingratitude. Et du coup, elle se libère et elle embrasse l'homme qu'elle reluquait sans doute depuis longtemps, qui est comment on appelle ça maintenant, le technicien de surface. Dans Les Deux Alfred, c'est un boldo, votre personnage, dit Alexandre, vous êtes emphatique. Mais j'aime bien ça, donc j'ai essayé de ne pas être trop emphatique. Ça me fait rire, hein. Allez-y. Quand même, votre cinéma, ce sont quand même des citoyens qui doivent parvenir contre vents et marées, sans faire allusion à Liberté Oléron, à préserver leur espace vital. J'ai même assisté à une de vos rencontres la semaine dernière dans un cinéma. Vous disiez qu'en fait, le benchmarking, c'est pas juste une mode, c'est quasiment devenu une idéologie. Oui, 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 qui est très prégnante depuis maintenant au moins 10 ans, où déjà la démarche première, c'est de tout ramener à des chiffres. Tout est quantitatif, c'est-à-dire que alors c'est la jubilation avec Internet parce qu'on peut tout compter sur Internet, le nombre de clics, le nombre de likes, enfin tout est mesurable grâce à l'informatique. Et du coup, on se retrouve à manager les gens en fonction d'objectifs mesurables à plus ou moins long terme, toujours reconduits, toujours plus forts. C'est-à-dire même si vous atteignez les objectifs précédents, bah, vous allez en avoir des nouveaux. Et surtout, en mettant les gens en concurrence dans des domaines où ils ne devraient pas l'être. Le propre du benchmarking, c'est d'établir des camemberts, des PowerPoint, etc., pour des secteurs d'activité qui sont totalement, normalement décorrélés avec l'idée de rendement, si on pense à l'hôpital, à l'école ou la police, quoi, puisque maintenant cette façon de diriger est insérée dans les administrations publiques. Alors vous n'êtes pas comme Ken Loach qui prend un hygiaphone pour dénoncer les choses. Vous êtes plutôt dans une sorte d'humour où chacun doit puiser ce qu'il veut, mais c'est la deuxième fois, je remarque que vous utilisez un tissu pour faire passer un message. Il y avait la voile dans Liberté Oléron, La voile, vive le PSG. voilà. Ouais. Et là c'est les t-shirts.
Les t-shirts où Ouais, il y ouais. a, quand on est dans les chaînes, on sent même plus qu'on est prisonnier en gros. Oui, oui, on ne sent pas ces chaînes tant qu'on ne bouge pas. Mais il y a aussi un tissu dans L'Homme Seul, la banderole de L'Homme Seul dans Banc Public. Oui, oui, moi je crois beaucoup au vecteur modeste d'idées. Une fois, j'ai quelqu'un qui râlait parce qu'il y avait un poème de Rimbaud sur un t-shirt et qui disait mais quel... Enfin, je sais pas, que tout était commercialisable. Parce qu'il y avait au contraire, je me dis si quelqu'un dans la journée a une chance de croiser un vers de Rimbaud, c'est très bien, quoi. Ou les petits poèmes accrochés à la RATP. Donc j'aime bien que ça soit véhiculé par des supports tout à fait ordinaires. Je lis la presse à sensation et je sais que votre frère a eu une paternité tardive. Oui. Est-ce que La ça, sensation, c'est peut-être pas le. est-ce que ça a eu un impact quasiment sur la genèse du film? Ça a redéclenché l'envie de faire le film, ouais, que j'avais eu il y a bien longtemps, avec mes enfants en bas âge. Et puis là, le fait de voir Denis de nouveau comme ça porter ses enfants, s'en occuper entre deux rendez-vous, parce qu'il est toujours très très pris, évidemment, ça a réactivé le projet, ouais. J'entendais il n'y a pas très longtemps une interview de Georges Simenon Oui. qui expliquait comment il se mettait à écrire ses romans et que paradoxalement, quand il écrivait des romans légers, il prenait un gros feutre et quand il écrivait quelque chose de plus sombre, Crayon à papier. un crayon à papier. Ouais, ouais. On ne sait pas forcément où on va quand on écrit un scénario, surtout quand on est le seul auteur et qu'on n'adapte pas de livre. Est-ce qu'il y a des atmosphères, est-ce qu'il y a des mises en préparation qui fait que malgré tout, on sait le cap final, mais on ne sait pas forcément comment on va y arriver? Ça dépend des projets. Mais j'ai souvent une vague intuition. Enfin, en tout cas, j'essaye toujours de sortir par le haut d'un truc. C'est-à-dire que j'ai pas trop envie d'emmener les spectateurs pour les accabler, leur faire tomber dessus le poids du monde, parce que je pense que tout le monde le ressent suffisamment. Donc je cherche le petit rayon de lumière dans l'enfer que j'ai moi-même créé, quoi. Pour faire court. Et du coup, je navigue à vue quand même. Je me méfie des plans, des writing process qui se dessèchent, voulant absolument atteindre cette fin-là. Donc je me laisse un peu conduire par un courant, considérant que très tôt, le film me parle en fait. Je suis à l'écoute de cet objet qui me dit Bruno, cette scène-là, j'en veux pas, j'ai plus faim. Celle-là, elle est trop longue, celle-là, elle est trop courte. Et qui s'est un petit peu détaché de ma propre imagination. Sur France Inter, il n'y a pas très longtemps, vous avez dit que vous écoutiez pas mal de Thelonious Monk Oui. pour écrire, plus Oui. que du Daft Punk qu'on entend dans votre film. Non, aussi du Daft Punk, mais c'est vrai que bizarrement, les pianistes de jazz me portent beaucoup. J'ai longtemps eu une période Art Tatum qui me mettait dans une sorte de légèreté et de virtuosité à la fois. C'est bizarrement, je sais pas, mes idées ricochent plus facilement quand j'écoute par exemple Thelonious Monk, sa complexité, son accord qui vrille. Je veux pas me sentir sur un tapis roulant, quoi. Ce qui est vachement bien dans Les Deux Alfred, c'est qu'en fait, le personnage d'Alexandre, il se prend au jeu en fait. C'est-à-dire que quand il est embauché dans cette boîte quasiment fantôme, filiale d'une filiale d'une filiale d'une filiale, il m'a fait un peu penser à Clint Eastwood dans La Mule. C'est-à-dire que dans La Mule, on se dit mais à un moment il va se rendre compte qu'il fait n'importe quoi. Oui, oui. Et là en fait, ce qui est, je trouve que la deuxième couche de votre film, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est prêt à jouer le jeu jusqu'à un certain moment de cette infantilisation. Oui. Je pense à La Mule, je rigole. Mais c'est vrai qu'on s'attend à Clint Eastwood, à un moment, pose une éthique par rapport à à sa nouvelle tâche ou des principes moraux. Et il n'en a pas parce qu'il veut survivre. Et au fond, Denis est un peu dans le même cas dans le film. Ce boulot lui est absolument nécessaire. Et il est dit qu'il est prêt à faire toutes les mises à jour, à s'oublier, quoi. Faire reset. Faire reset, ouais. Enfin, pas reset, reset, ouais. Les trois qualités qu'il met en avant sous votre regard un peu circonspect, c'est honnêteté, indulgence, gentillesse, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'a pas peur d'aller au casse-pipe en avançant ces trois mots. Ouais. C'est un hasard si l'affiche des Deux Alfred a exactement le même fond bleu nuit que celle de Dieu seul me voit, et dans les deux cas, un personnage ou plusieurs personnages qui regardent au ciel. Dans Dieu seul me voit, c'était Denis qui regardait un feu rouge et un feu vert, qui cherchait la révélation presque divine. Et dans Les Deux Alfred, ce sont vos trois protagonistes avec les enfants qui regardent les Deux Alfred en hauteur, mais sur la même, quasiment la couleur de la bonnette de votre micro. Oui, votre remarque est très juste, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a des points communs.
avec une touche d'étrangeté. Dans Dieu seul me voit, il y a les hommes verts, des feux rouges, feux verts qui se déplacent, qui sortent de ce petit cadre. Et là, on a un dédoublement aussi des petits singes accrochés à leur ovni, là, le colibird. C'est le mot lunaire nous est renvoyé souvent à Denis, à moi, enfin surtout à lui dans son jeu. Donc il y a effectivement une nuit de lune peut-être dans ces deux affiches. Ouais. Vous résolvez toujours pas à mettre sur vos affiches des titres avec des polices de caractère. C'est toujours de l'écriture. C'est comme si la police de caractère, elle portait bien son nom. C'était une police qui enferme. Ça, c'est peut-être mon goût pour la bande dessinée, je crois, qui est toujours un peu présent. Je trouve qu'il y a une modestie dans l'écriture manuelle. J'aime beaucoup l'écriture manuelle dans les films de Rohmer. Donc j'ai ce plaisir-là. Je vais vous faire écouter un extrait de Dieu seul me voit. Et ensuite, petite surprise pour vous, l'analyse de votre regard à vous. Vous qui passez votre temps à regarder les gens et les choses. T'as vu, je l'ai fixé le type, hein. Quand il était de dos? Non, mais même. Maintenant, j'arrive à soutenir le regard sans baisser les yeux. Ah ouais, c'est tout nouveau. Je pense à rien, je fixe, et puis ça marche. T'as vieilli. J'ai mûri. Ah sinon, il y a un autre truc, c'est de regarder en fait à côté. Enfin, à peine, toi, pour que l'autre le voit pas. Tu fixes ton regard sur ma paupière supérieure. Ouais, et alors? J'ai l'impression que tu me regardes. Dans les yeux? Ouais. Ouais. Non, mais toi, c'est pas un très bon exemple parce que j'ai pas vraiment de problème pour te fixer. Votre regard, en général, c'est un regard d'égard. Vous avez toujours des égards pour les gens. Je crois que vous êtes le réalisateur français qui utilise le plus de jurons dans ses films, surtout quand on s'y attend pas. Ouais. Et en même temps, le regard, là, cet échange entre Jean-Noël Broutet et votre frère, c'est un regard de votre cinéma, quoi. Ah ouais, bon, je me rends pas compte de ça du tout. Alors là, je suis un peu troublé parce que le réalisateur des jurons, j'ai plein de jurons dans mes Je films. me souviens dans Paris je t'aime, quand vous avez trouvé une place pour vous garer, ouais. vous traitez quelqu'un de... T'as une tête de con. Ah oui. Même dans Voilà. Ah oui, c'est le capitaine Haddock qui est Voilà. en moi, ça. Ouais, c'est sûr. Certain. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans les deux Alfred, c'est le tout début. Oui. C'est-à-dire quand les deux personnages se croisent à la crèche, Oui. l'écureuil, c'est ça ? Oui. 95% des réalisateurs français auraient montré ce qu'ils voient, c'est-à-dire des marmots, des enfants braillant dans la salle de crèche. Et là, on reste uniquement sur les deux personnages. Oui. Est-ce que c'est des questions justement d'allusion à la BD, où on a un cadre, on le garde ? Est-ce que c'est de montrer tout simplement de ne pas tout montrer, et surtout pas montrer tous les clichés qu'on voit d'habitude ? Oui, il y a de tout ça. Je trouve souvent que le son est bien plus drôle que l'image. L'image nous renvoie vite à un côté documentaire, surtout avec des bébés, des enfants, parce qu'on sait qu'ils ne jouent pas pour nous. Donc déjà cette gêne-là. Donc je m'amusais avec le mixeur à mettre des enfants qui braillent. C'était beaucoup. Et je voulais pas question de faire brailler des enfants pour le cinéma. C'est ça qui m'embête avec les enfants quand ils pleurent à l'écran. Je sais qu'ils pleurent vraiment. Donc j'ai toujours un malaise, quoi. Et moi, je veux pas pousser des enfants à brailler pour le film. Et puis, je crois que l'essentiel de cette scène, c'était Denis et moi. Donc, c'était pas l'entourage, le décor, etc. Et troisièmement, j'ai un super argument aussi, c'est qu'au niveau production, vous tournez ce plan en 1 heure, alors qu'avec des vrais enfants qu'on voit à l'image, c'est tout de suite au minimum la matinée. Donc en plan de travail, j'ai gagné beaucoup de temps. Ouais. Ça va encore plus loin parce que dans le café au début où les deux personnages font connaissance, Oui. on ne voit même pas le serveur. On est dans un espace presque abstrait. Surtout qu'il y a cette espèce de dessin d'Hugo Pratt un peu raté. J'ai changé de bistrot au dernier moment pour le film. Celui que j'avais prévu était plus disponible. Donc là, je me tapais cet hommage à la bande dessinée dont je ne voulais pas, qui était en couleur, que j'ai passé en noir et blanc, mais j'ai pas pu gommer. Et du coup, bon, ça fait assez petit bistrot de banlieue complètement improbable. Je trouvais ça assez raccord. Alors j'ai demandé à Anne Rioux, qui l'a fait pour Mathilde Amé et pour Gilles Caplan, d'analyser le regard de quelqu'un. Ouais. Et elle l'a fait sans savoir que c'était vous. Je crois qu'elle vous a reconnu au bout de 1 ou 2 jours où elle s'est penchée sur votre cas. Donc sachez que tout ce qu'elle dit sur vous, vous ne serez peut-être pas d'accord, Oui. mais elle l'a dit sans savoir
Qui j'étais. qui vous étiez. D'accord. Donc elle s'est basée que sur une photo? Non, sur plusieurs photos Ah d'accord. que je lui ai envoyées. Ok. Des yeux ronds, foncés, calmes, avec un quelque chose de naïf. Des yeux de Pierrot de la Commedia dell'arte. Un regard qu'on pense candide, badin, arrimé à l'enfance, avec même encore une petite larme. Ce regard a tout de suite notre sympathie. Il invite à un échange tant il est au premier instant tranquille, sans arrogance, attachant. On n'y voit aucune hystérisation mondaine, aucun maniérisme des beaux quartiers. Pas de jeu savant donjuanesque. On s'approche sereinement, prêt à dire « apprivoise-moi ». On se sent dans une ère de pause ou force tranquille, comme dirait un publicitaire. Mais passé les premières secondes, on est happé par la profondeur de l'iris. Véritable lune noire cerclée d'une couronne de diamants bruts. Une lumière incisive éclaire le noir. Ces yeux-là se cognent au réel, mais ils projettent leur halo qui signe une conscience aiguë. Intelligence de ce regard que l'on prend trop vite pour un regard d'adhésion. En latin, interlegere. Tout est dans le préfixe, inter, entre, parmi. À la fois un mouvement oculaire placide, mais avec une lampe frontale de chirurgien qui explore plus loin dans le cavum. On est déjà moins tranquille car on ressent une vision amphibologique. Un regard sombre, sans bruit, réservé mais cerclé d'une kyrielle d'étincelles vives qui pétillent et craquent. Si ce regard était une saison, Bruno Podalides, ce serait l'hiver, pour le rigoureux, le repli, mais surtout pour les grands feux dans l'âtre. Feu qui convoque, réchauffe, dilate les émotions et fait exploser les cœurs, qui montent en braises éclatées et rougeoyantes pour éclairer la nuit. Paradoxe de l'amphibologie, ce pourrait peut-être tout aussi bien être le printemps. Ce côté frais, enfant, un rien fragile, qui a soif de liberté, mais qui attend. Je sais que je suis libre, mais je sens que je ne le suis pas, disait Sioran. Un printemps, c'est un oxymore, comme ce regard, le vôtre, sombre et lumineux. C'est un tumulte de bourgeons cadenassés qui, sous la pulsion d'un soleil de midi, casse les barreaux et la vie, et pépit joyeusement libérée, colorée. Une vie éclatée et du coup éclatante de ses vérités entre le bien et l'envers du réel dans un gant de velours ou d'acier, c'est selon. Il sait voir ce qui est beau et humain, mais aussi l'ordinaire ou le mal, malheureusement tout aussi humain. Ce regard, c'est une lucarne qui s'ouvre et empêche que tout ne s'ankylose. Il ne reste pas passif. Il voit et passe par-dessus et par-dessous et transgresse pour éviter tic et toc qu'engendrent les douleurs ou frustrations de nos jours. Ces yeux-là nous interpellent, nous invitent vers des chemins de traverse où l'on respire mieux. En fait, on pense à Till Eulenspiegel. Des yeux qui ne disent pas tout d'emblée, mais viennent nous chercher pour sortir des labyrinthes dans lesquels on s'est enfermé sans gaine d'aération. Eulenspiegel, la chouette et le miroir, le sombre et la lumière, cet oiseau de Minerve, sage, contenu, avide de connaissances, et ce miroir, ce halo, qui reflète et grossit ce qu'on ne voit pas assez bien, notre vie bruyante et ses failles. Ce regard capte, analyse, voit en puissance, va plus loin, et choisit une forme d'espièglerie pour déplier le monde et l'ouvrir en jouant de la flûte, comme font les enfants qui disent « Eureka, on dirait que », et ainsi les bourgeons se libèrent, et la respiration d'oxygène aussi. Qui même me suivent, disent ses pupilles. Et pour sourire, osons dire que, je me souviens, Eulenspiegel vient du vieil allemand rural, Eulenspiegel, qui veut dire « je t'emmerde ». La liberté, je la sais, je la sens et je la vis. Voilà ce que disent les yeux de Bruno Podalides. Ah ouais. Donc, yeux faits à l'aveugle, sans faire de jeu de mots. Ouais. Mais c'est un jeu de miroir, de toute façon. Il y a un regard sur moi, là. Sur mes yeux, en fait. Il y a beaucoup de poésie dans ce texte. Je suis très touché. Hein. Mais c'est vrai que je me dis, on peut passer par les 4 saisons pour chaque regard. Hein. Il y a 4 saisons chez chacun, je trouve. Donc là, j'ai eu l'hiver et le printemps. L'hiver, l'âtre, oui, ça m'a touché. Ouais. Merci. Bon, enfin, de toute façon, qu'est-ce que je peux dire, hein. On ne sait pas ce qu'on dégage, hein, on ne sait pas quel reflet. J'aimais beaucoup cette phrase, je crois que c'était de Miller, l'homme gardait au fond des yeux le reflet de toutes les sources où il avait bu. Je trouvais ça très beau. Comment vous étiez à l'école ? J'étais dissipé, un peu
je, je voulais faire rire mes copains, quoi. Donc je faisais des galipettes dans les allées. J'étais un peu pitre, ouais. Mais du coup, pas très, très bon élève. Ouais. J'avais des gros problèmes de conduite. Quand on interviewe des musiciens, des vrais, moi je leur demande souvent, est-ce qu'à un moment vous avez senti un moment de bascule où vous vous êtes dit j'ai une voix? Est-ce que pour vous, à un moment, vous vous êtes dit progressivement j'ai un regard? Ah non. Non, c'est très curieux d'ailleurs, j'en reviens pas parce que certains me disent mais si tu parles un peu de cinéma alors que moi j'en ai aucun souvenir. Non, j'ai énormément tardé à me dire que cette passion que j'avais pour l'image, faire des photos, je faisais des montages, tout ça, j'ai tardé à comprendre que ça pouvait être mon activité principale, mon gagne-pain, mon métier, mon art même, on peut le dire, m'exprimer comme ça. Non, c'est très curieux. J'étais plus sur le spectacle avec Denis en fait. C'était surtout, c'était pas regarder, c'était jouer au sens acting, acteur. Ça très tôt, mais pareil, nulle question que ça en devienne une trajectoire, quoi. Ce que j'avais trouvé super émouvant dans Bon Public, c'était l'idée que vous montriez des gens avoir le temps et l'espace de regarder, puisqu'on parle de regard. Oui. Et si ma mémoire est bonne, c'était inspiré d'une nouvelle, c'est ça, où quelqu'un apprenait qu'au jardin du Luxembourg, on avait supprimé des bancs et il se suicidait, c'est ça? Oui, c'était une nouvelle que n'a jamais écrite mon ami Michel Butel. Voilà, un type se rendait compte que les bancs du Luxembourg avaient été démontés, enlevés, et il rentrait chez lui et il se tuait. Et ça m'avait marqué et du coup j'étais resté sur ce... disons que ça a révélé en moi l'amour profond que j'éprouve pour les parcs, les squares, les jardins publics et les bancs publics que du coup j'essaie d'exprimer dans bancs publics. Ouais. À propos du ton, là, du regard, je me souviens d'un texte que vous avez publié, je ne sais plus si c'était dans les cahiers du cinéma ou dans la revue de Michel Butel, où vous parliez de la guerre du Golfe. Oui. Et au lieu d'attaquer bille en tête l'impérialisme américain comme l'aurait fait avec talent Ken Loach ou Costa Gavras, vous on était plus dans la description de comportements super légers de la part du président américain à l'époque. Il y a toujours cette idée qu'on retrouve encore dans les deux Alfred, c'est ne pas condamner, Oui. mais offrir un miroir aux gens, comme ça, s'ils se voient aussi ridicules que les employés de la boîte là, que vous montrez, ils n'auront plus envie de refaire la même chose. Oui, je crois assez à cette efficacité-là, moi. Je pense toujours que si on rigole de quelque chose, on s'en libère. Donc là, une spectatrice m'a dit « Ah, il faut absolument que je montre ça à ma collègue, parce qu'elle me noie sous les termes franglais, techniques, etc. Le film va lui faire réaliser ça. Je trouve, voilà, je suis très content de ça. Bien plus qu'un message, un slogan ou quoi que ce soit qui, je sais, n'est pas le propre du cinéma. Au cinéma, je trouve que la plus grande richesse, une des plus grandes richesses du cinéma, c'est de s'identifier à des gens qui n'ont rien à voir avec nous. C'est idiot, mais on peut s'identifier à un pédophile au cinéma, à je ne sais quel monstre, et justement pour retrouver la part d'humanité qui nous sauve tous, quoi. Et donc, je veux simplement qu'on vive une expérience au cinéma, une autre vie, mais sans qu'on soit puni par un proverbe, une morale ou un message. À propos de regard dans vos films, notamment dans les deux Alfred, il y a assez peu de chant contre chant. À part dans la séquence du repas chez le maire, Ouais. j'ai l'impression que c'est quand même votre regard sur les êtres humains plutôt qu'un être humain qui regarde un être humain qui regarde un être humain. Ils sont très souvent 2 ou 3 dans le cadre. Ah oui. Et on casse un peu cette habitude des chants contre chants, souvent trop signifiantes. C'est Euh, pas forcément pensé, c'est ça, de votre part? Quand même, c'est-à-dire que au début, j'avais une espèce de lutte contre le chant, je me souviens, qui me paraissait le truc télévisuel, un peu basique, mais surtout dans le fait on coupait l'espace entre deux personnes. Là, cette caméra-là, elle filme nous deux, et je crois que c'est comme disait Cézanne, je peins aussi ce qui est entre la pomme et la carafe. Et du coup, si je suis la pomme et vous êtes la carafe, c'est l'espace, c'est entre nous que ça compte aussi. Et pas uniquement. Parce que ça induit toujours un petit conflit, le chant contre chant.
une frontalité des regards. Et voilà, ça dépend. Il y a des scènes de rivalité où ça va être très bienvenu. Mais là, on est en totale harmonie dans ce charmant parc. Et du coup, la pomme et la carafe s'entendent bien, ça, tout va bien. J'ai n'importe quoi, mais bon. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait, c'est un mix. Alors attention, il y a un piège. Il y a un extrait qui est mondialement connu. Ah. Et il y a un extrait qui le sera un jour. On écoute. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Oui. Il y a aussi Jacques Palance et Georgia Moll. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Il y a Jean-Pierre Tafouette et Philippe Bubu. Et le son a été enregistré par William Cizelle. Le montage est d'Agnès Guillaume. Oui, enfin, si on peut appeler ça montage. Philippe Dussart s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. Il n'y avait pas de pain à la cantine. C'est un film de Jean-Luc Godard. Oui, c'est pas prouvé ça, hein, excusez-moi, mais on était quand C'était même... la musique du film intitulé Voilà. Il s'agit d'un film de Bruno Podalides. Il a été produit par Flagrant Délit Productions et les Films du Continent. Denis Podalides et Jean Brio sont les deux acteurs principaux. Alors en quelques mots, voici l'histoire. Au début du film, on voit quelqu'un conduire une voiture et écouter la radio. Puis il change souvent de station et puis à un moment donné, il commence à... Ah, c'est bien gentil. La voix de Pascal Rocard. C'est bien gentil de se moquer du mépris, mais vous voyez, dès votre deuxième moyen métrage, vous rentriez vous-même dans votre propre histoire. Oui, oui, une magnifique mise en abîme. Ouais. Non, c'est drôle parce que je n'avais jamais pensé... c'est comme quoi les films nous imprègnent, ça j'en suis persuadé, sans qu'on en ait conscience, parce que si je m'étais dit, mais finalement Godard l'a fait dans le mépris, je ne l'aurais pas fait, je crois. Alors qu'évidemment, je connaissais très très bien, j'ai adoré ce magnifique générique de Godard, mais ma modestie ou je sais pas quoi fait que je pensais que jamais personne ferait le pont. Mais l'idée que depuis... j'ai remarqué une Sophie Fonfec au générique de Les Deux Alfred en production, personnage qui fait référence à Dieu seul me voit. Bon, vous êtes fan d'Hergé. Est-ce qu'il y avait quand même... Pierre Gaffier, le détective privé du cinéma. Mais ça a son charme. Hein. Ouais, non, mais c'est même impressionnant. Hein. Est-ce que malgré tout, quand vous faisiez Voilà sur cet homme qui fait découvrir la vie à son petit garçon, en commençant par les vaches et en finissant par les femmes, est-ce qu'il y avait l'idée aussi que vous alliez créer tout... En commençant par les vaches et finissant par les femmes, c'est un peu space comme phrase. Hein. En commençant par une vache, et puis à un moment une femme dont il met en garde son fils, attention, elle est peut-être en train de penser... qui croise sur la plage. Est-ce que vous, à la manière de Hergé, est-ce que vous saviez dès le début que votre cinéma serait un cinéma, un écheveau de références permanentes ? Ben non. Sûr ? Ben certains, quand même. Ouais. Mais vous savez, c'est aussi ce qui fait son charme. Oui. Mais non, mais tout ça, on croit qu'on décide de tout, mais loin de là. Hein. Par exemple, le personnage que joue Vanessa Paradis, elle travaille sur un sonar. Oui. Albert Jean-Jean était preneur de son. Oui. Oui. Ah oui, mais ça, les correspondances, il doit y en avoir pas mal. Hein. Ouais. Ne serait-ce que le sous-marin, qui revient dans pas mal de films. Ça, j'ai un truc à travailler avec le sous-marin. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose derrière le sous-marin. Je crois qu'on ne peut pas aborder votre cinéma sans aborder la thématique du trampoline. Ah ouais, pareil. Trampoline, un mort chez Euro Disney dans Dieu seul me voit. Ah oui. Et là, le ridicule de la séquence du patron, là, dans Les Deux Alfred, qui dit avec cette phrase mémorable, je peux pas vous suivre, je suis bloqué sur le trampoline. Et il y a un trampoline dans Liberté Oléron, l'enfant fait du trampoline dans l'écluse aussi. Donc il y a aussi non seulement le sous-marin, mais le trampoline à creuser. C'est une figure burlesque, le trampoline. Hein. C'est une espèce d'envol raté, éternellement recommencé, accompagné d'un son de ressort assez comique. Donc je suis pas à l'abri de... Puis
Il y a une réplique qu'on n'entend quasiment pas dans les deux Alfred, mais qui me fait rire. C'est à un moment, le patron qui est bloqué, il dit « I am on the trouble line » pour essayer de se faire entendre. C'est beau une famille, non? Oui, oui. Tout ce qu'on a construit. Tu te rends compte? Tous ces cris, ces engueulades, cette joie, viennent du simple fait qu'un jour, un examen de chimie organique, je t'ai passé la formule de l'acide acétylsalicylique. Je le savais très bien, c'était pour te draguer. Oh, c'est pas vrai. Tu sais même pas que c'est de l'aspirine. Je t'ai bien repêché ce jour-là, hein? Tu parles d'un poisson. Ah, ça. Pauvre Eddie, et tu étais fort. Ce que j'ai trouvé presque poignant dans les deux Alfred, c'est la manière dont vous filmiez les repas quand ils se retrouvent chez Alexandre. On a presque l'impression que vous les filmez comme s'ils étaient des maquisards. Comme s'ils ils se cachaient du monde moderne qui oblige au benchmarking. C'est filmé de manière... ouais, voilà, ici au moins on est protégé. Oui, parce qu'il y a peut-être le gros plan de spaghetti bien plein au début qui fait corps, qui fait, je sais pas, qui fait du lien, j'en sais rien. Ouais. C'était intéressant comment j'ai filmé cette scène. J'ai tenté un truc, c'est que j'ai filmé le repas dans 4 axes. Vous savez que vous avez 4 personnes, et ben j'ai fait les 4 axes avec les gens, les 4 personnages même taille. 4 fois comme ça pour que les regards ne soient pas... Celui qui parle n'est pas forcément au centre de l'image. Et au début, j'avais même essayé de tourner comme ça. Quel que soit le dialogue, je passais dans les 4 axes comme ça, comme un effet d'horloge ou d'engrenage. Finalement, j'ai un peu plus respecté le dialogue, mais j'ai gardé une espèce d'idée que surtout qu'ils sont liés les uns aux autres à ce moment-là. Il n'y en a pas un, j'ai pas isolé personne. C'est constamment les 4 qu'on voit à l'image. 4 chants contre chants, les 4 à l'image. Non, au film précédent, vous êtes souvent amusé à coacher votre personnage, le personnage de votre frère, hein, que ce soit dans Liberté Oléron, dans Adieu Berthe. Là, j'ai remarqué, attention, une légère translation. Oui. C'est vous qui vous allongez sur un divan avec des lunettes de soleil pendant qu'il est au premier plan. Et vous votre personnage, donc entrepreneur de lui-même, hein, essaye de s'en sortir au jour le jour. Alors, ce divan, c'est juste un divan ? Oui, non, effectivement, les rôles sont un peu renversés à ce moment-là. Je me confie à Denis, alors que jusque-là, Denis s'est toujours confié à son vendeur dans les bateaux, dans Liberté Oléron, dans Adieu Berthe. Mais j'aimais beaucoup ce canapé. Moi, j'ai toujours des raisons pratiques, en fait. C'est que on pouvait déplacer son dos. Donc, je m'en suis bien servi. Je me réveille coincé entre 2 coussins. Il était modulable. Donc, pour une mise en scène, c'est super pratique. On voit beaucoup de vos comédiens fétiches dans les deux Alfred, jusqu'à Isabelle Candelier qui joue une passagère en mode motus absolument géniale. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un peu de vrai dans cette remarque de Jean-Jacques Benex qui a dit un jour que peut-être une des meilleures manières de faire un film, ce serait de sélectionner des acteurs d'abord, les mettre dans une espèce de pot commun, et puis leur associer des personnages une fois qu'on a choisi les acteurs. C'est-à-dire, en gros, un petit jeu de hasard. Est-ce qu'il y a certains acteurs qui auraient pu jouer d'autres rôles dans certains de vos films ? Oh, certainement, mais je n'arrive absolument pas à me dire tiens, je vais bosser qu'un tel. Il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices dans le cinéma que j'admire, que j'aime profondément, voir en tant que spectateur, ou même dans la vie d'ailleurs, et avec qui je n'ai jusque-là pas travaillé parce que je ne pars pas de l'acteur ou de l'actrice. J'ai besoin d'un personnage de la vie de tous les jours. Et il y a un dentiste à côté là. Et je serais très très embêté. Je crois que les comédiens ont quand même besoin d'une fonction, comme aux échecs, le fou, la tour, le petit pion, le roi, la reine, et qu'après on peut humaniser tout ça. Mais partir de l'humain pour trouver la fonction, je serais mal à l'aise. On va écouter un extrait de Liberté Oléron. Tu préférais être enterré ou incinéré ? J'ai déjà réfléchi à ça. Incinéré, c'est clair. Pourquoi si c'est pas indiscret ? Parce que je trouve ça mieux. On disparaît complètement. Ouais. On laisse pas un vieux tas de chair horrible là, qui pourrit dégueulasse dans une boîte. Moi j'avais une chatte qui s'appelait Choupinette.
Bah, après sa mort, on l'a enterré chez ma grand-mère et maintenant je sais où elle est. Moi, mon père, je lui parle ou je l'écoute n'importe quand. Ton père, il est... Ouais, Et tu lui parles? n'importe où. Dans la maison, l'été. Quand je sens l'odeur du pinot des Charentes. La chanson de Léo Ferré, c'est extra. Il l'a chantée en changeant les couches de ma petite sœur. Et puis il y a... Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai pas besoin d'aller au cimetière, quoi. Moi, je vais bien retourner chez ma grand-mère voir ma choupinette. C'est Liberté Oléron et c'est aussi Liberté Incinération. J'ai choisi cet extrait parce que moi, ce qui me frappe dans les deux Alfred, c'est le côté cohésion entre les enfants ou les adolescents ou les jeunes adultes et les adultes. Oui. Ça commence dans une crèche, mais la résolution de l'intrigue, c'est la chenille. Oui. C'est la chenille, c'est l'enfance. C'est-à-dire que le monde des adultes est mis à mal par une stratégie inventée par un personnage qui a 20 ans. Et qui est très mature, comme la jeune fille de Liberté Oléron. Oui. J'avais vaguement en tête pour cette séquence le joueur de flûte d'Amelin qui entraîne tous les enfants hors du village. Et donc là, avec son espèce d'appareil, elle entraîne les employés à l'écart pour pouvoir leur parler à l'abri des oreilles du patron. Et puis après, il y a un manège, mais c'est vrai que je reste attaché à des schémas, des figures enfantines, malgré moi. J'ai des grilles comme ça, j'ai besoin de comme d'autres puisent dans la mythologie grecque. Hein. Moi c'est les contes, le Petit Poucet. On peut chercher du Petit Poucet dans plusieurs films. J'ai le Petit Chaperon Rouge dans certains films. Je suis animé comme ça par des schémas narratifs qui remontent à l'enfance. Quand Alain Resnais, dans Mon oncle d'Amérique, il prend des petites souris de laboratoire pour montrer que l'être humain n'est pas si différent selon les cages dans lesquelles on le met ou les stimuli. Est-ce que c'est une manière de voir aussi, de filmer, de voir la vie, de voir les gens qui vous est proche, indépendamment de votre proximité avec Resnais? Ça vous avait marqué à l'époque, ça C'est le film de Resnais qui m'a le plus marqué. D'abord parce que je crois que c'est historiquement celui que j'ai découvert au cinéma. Puis j'aime énormément qu'il essaye de trouver de la poésie dans la science et du trivial dans l'amour. Je m'arrête net. L'angoisse de l'intervieweur. Merde, il vient de dire un truc hyper important, j'étais pas dessus là. C'est cette opposition dans le film qui m'avait plu. Après, j'ai pas le regard, moi, suffisamment scientifique ou voire cruel pour me pencher comme ça sur les petits hommes et en voir des souris. Même pas laborantin? Même pas, non, je crois pas. Allusion au métier de votre papa. Ouais. Non, il était pharmacien. Ouais. Laborantin, c'est dans Liberté Oléron qu'il est laborantin. Je sens que je suis pas très à l'aise chaque fois qu'on ramène l'homme à l'animal. Même si c'est la tendance lourde aujourd'hui, je crois qu'on a un supplément d'âme que je n'explique pas, mais qui m'empêche dans strictement l'approche... comment on appelle ça déjà quand on regarde les animaux, les l'anthropomorphisme. Oui, ouais. Malgré votre lien très étroit au dauphin. Mon affection pour le dauphin, ouais. On entend presque un dauphin là, derrière là. Précisons que nous sommes à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. On va écouter un dernier extrait, un extrait de Comme un avion. Merci pour tout. Mais non, c'est toi qui t'es tout offert. Ah non, je suis le fruit de... Non, moi j'ai rien, je reçois tout. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Condensé de votre cinéma, quelques notes de piano, la nature et tout d'un coup un truc. Et le rappel à l'ordre. Ouais. Alors, c'est quoi la part de sueur et la part d'inspiration quand on écrit? Je veux dire, là où vous en êtes dans votre parcours, vous dites merci le plus souvent à quoi? Merci à vos recherches à 4h du matin, les notes que vous prenez dans le RER pour trouver des scénarios, l'accumulation, ou à un moment, merci à des étincelles, merci à des comédiens, merci à l'actualité. Elle est belle votre question, parce que je trouve que c'est très important de savoir dire merci. J'ai très peur de l'ingratitude, donc je dis merci évidemment à tous ceux qui ont
travailler avec moi sur un film parce que c'est une grosse équipe. Donc je pense pas qu'aux comédiens, mais à toute l'équipe et à la production, ceux qui ont trouvé de l'argent pour que ça se fasse. Là, je me crois au César tout d'un coup. Mais non, le merci, il est aussi dans ceux qui m'entourent parce qu'ils me laissent du temps pour travailler. C'est vraiment une lutte permanente d'avoir suffisamment de retraite pour se concentrer. J'y arrive pas à écrire comme ça, moi, au coup par coup. Il faut que j'ai des périodes vraiment isolées. Et puis je dis merci aux cinéastes qui m'ont enchanté parce qu'ils me font croire toujours au cinéma, qui est comme une idée malmenée, là, surtout récemment avec le crise sanitaire, les plateformes, tout ça. Il peut y avoir du cinéma dans les plateformes, hein, vraiment. Grâce aux plateformes, là, j'ai revu beaucoup de Capra et c'était merveilleux. Mais j'ai envie de dire surtout à des cinéastes qui m'ont tant fait rire ou tant ému. C'est eux qui me redonnent encore la foi. Il y a une semaine dans la salle où vous avez présenté votre film et où j'étais aussi, il y a un spectateur qui vous a demandé quels étaient les films qui vous impressionnaient et vous avez répondu c'est plus des états d'esprit de réalisateurs au final que des films en eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Oui, là, j'avais pas envie de vous citer un film particulier. Par contre, Capra, lui, emporte toute mon admiration. D'abord, dans sa vie, il a débuté vraiment dans un état de très grande pauvreté. C'était un migrant comme on les méprise aujourd'hui, qui a réussi à illuminer le cinéma américain, en n'oubliant jamais justement la réalité sociale. Donc j'aime beaucoup ça chez lui. Et c'est plus son appétit qui m'arrive encore aujourd'hui, comme celui de Howard Hawks ou Lubitsch ou Wilder. Enfin, je pense à tous ces grands auteurs de comédie américaine. Je pourrais citer aussi en Europe, etc. Mais oui, ça continue de me faire rêver. Et les livres autour d'eux aussi. Et on peut retrouver d'ailleurs vos goûts dans la Cinétech. Je crois que vous avez fait les 50 films que vous préférez. Juste un mot pour finir sur l'image de la femme dans vos films. Oui. Là, elle n'a pas d'homme, Sandrine Kiberlin. Agnès Jaoui était veuve. La voisine dans Liberté Oléron disait il n'y a plus de papa ou un truc comme ça. Est-ce que le fait d'avoir une femme seule dans une intrigue, c'est la possibilité de l'intrigue ou est-ce que... Mais il y a des hommes seuls aussi. Hein. Vous en avez même filmé un, oui. Ouais. Sandrine Kiberlin, elle est presque, quand elle apparaît à l'écran sans attache sentimentale, elle est presque un personnage mythologique, quoi. C'est la femme. Ah bon, ça c'est vous qui la voyez comme ça, hein. Je ne me suis pas dit ça. Non, je crois que ça ouvre le champ des possibles, évidemment, d'une rencontre dans un film, si la personne est... Mais bon, je crois avoir aussi raconté des histoires où des femmes étaient mariées, je ne sais plus. Je n'ai pas l'impression d'avoir cette figure mythologique dont vous parlez en tête. Et votre personnage dit du personnage de Séverine, donc Sandrine Kiberlin, j'aime beaucoup sa manière d'éviter un bâillement. Oui. Ça, c'est de l'écriture, c'est du vécu. Non, en fait, ce que j'aime bien, c'est l'idée que le spectateur croit avoir aperçu un truc pour lui-même et que finalement, le personnage l'a vu aussi. Ça, je trouve que c'est une figure de cinéma assez rigolote. Après, Sandrine, dans la vie, imite très très bien les gens qui réfrènent un bâillement. Et elle m'a toujours fait rire en faisant ça. Donc je m'étais dit, tiens, je le mettrai au cinéma. Enfin, je le ferai. Donc je lui ai demandé de le faire. Voilà. Il y a ce personnage dans Dieu seul me voit qui était policière, non? Ou gendarme. Une des amantes d'Albert, oui, c'est ça qui travaillait aux renseignements généraux. Ouais. Et là, le personnage de Vanessa Paradis, il travaille dans un sous-marin. Oui. Elle est peut-être un fantasme là-dessus de l'uniforme. Je sais pas. Deux petites questions. À la fin de Liberté Oléron, quand l'épouse raconte sous un mode presque enjoué les catastrophes qu'elle a vécues dans le bateau, est-ce que c'était une volonté pour vous dans l'histoire de montrer que dans un couple, on se serre les coudes et puis on travestit la réalité quand on la transmet aux autres, ou est-ce que c'était plus dur que ça, c'est-à-dire beaucoup plus dur. Ouais, elle-même, en fait, elle-même n'avait pas la boussole, quoi. Oui. Non, c'était pour alerter sur le grand danger des familles, qui est de tout de suite recouvrir de sable les conflits, alors qu'il est absolument salutaire que ça soit mis sur la table
dans toutes les familles. Enfin, ça va du secret de famille, comme on dit, qui est toujours une bombe à retardement. Et là, elle commence dans le secret de famille. Là, elle commence à travailler, à enfouir le petit drame qu'ils ont vécu. Et il n'y a rien de pire. Donc c'était vraiment une mise en alerte là. Ouais. Est-ce qu'il y a un anagramme au nom Séverine Cuplet? Je dirais pas que j'ai passé ma nuit à le chercher. Séverine Cuplet, c'est le nom du personnage de Sandrine Kiberlin. Oui. Est-ce qu'il y a je veux dire, les noms de famille Ils me viennent spontanément et je veux plus y réfléchir. C'est très drôle parce que l'autre fois, Sandrine me demandait mais pourquoi Séverine Cuplet? J'étais incapable de lui donner une explication. C'est une espèce de musique, de sonorité, presque comme un petit poème. Une fois qu'il est dit, il ne peut plus être touché. Et j'ai pas mal de noms comme ça qui me sont arrivés. Denis aussi, on a comme ça des noms qui s'ouvrent comme des fleurs dans la bouche et impossible après d'en changer. Il nous reste 2 minutes. Je vous propose un petit jeu inspiré de David Bowie. Oula. David Bowie, quand il était coincé, il faisait des stratégies obliques. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'imposait de mettre certains mots dans des chansons, Ouais. certaines notes, et Ouais. autour de ça, il créait. C'est-à-dire qu'il trouvait que certaines contraintes étaient des libérations. Ouais, il avait raison. Je vais vous donner Ouais. quelques mots Ok. et vous réagissez au tac au tac. Si vous n'avez pas envie de réagir, Mais je vous me réagis giflez. comment Par un autre mot. Ah, d'accord. J'oppose un mot à un autre mot. Voilà. Ok. Céleri, rémoulade, Carotte râpée. flûte à bec, Souffrance. narcisse, Miroir. solitude, Moustaki. ambition, Des ronds dans l'eau. regret, Tardif. Je crois. projet, Demain. pouvoir, Drone. drone, Regard. Non, pas regard. Drone. Individu. ricoré, Terminé. moderne, Fluctuant. maison, Repos. la voix, La voix qui chante, hein, pas la voix ferrée. La voix, mon frère, Denis. la plus belle chanson, Summertime, de Gershwin. Merci beaucoup Bruno Podalides. Il n'y a pas de quoi. Les deux Alfred est actuellement sur les écrans. Merci pour toutes vos questions. Merci Bruno. À bientôt.